Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain à 21 h au Parc des Princes, les Parisiens reçoivent les Lillois qui sont 4e de Ligue 1. Une affiche alléchante de notre championnat, surtout quand on pense au match aller qui avait été très disputé et où on avait partagé les points suite à une bourde de Marco Asensio sur l'ultime action du match. Mais demain, la Ligue des Champions sera dans toutes les têtes, à commencer par Luis Enrique qui devrait faire du turnover. Personnellement, je suis très content d'avoir ce genre d'affiche relevée au niveau national avant de préparer la Ligue des Champions parce qu'il n'y a pas meilleur cadre pour préparer ce qui nous attend au niveau européen. Lille, c'est une équipe qui t'impose certaines choses fortes en matière de préceptes tactiques et de concentration de la première à la dernière minute. Donc j'ai vraiment hâte, surtout que sur le match retour, notre déplacement à Saint-Sébastien début mars, on aura juste avant un déplacement à Monaco. Justement, donc le calendrier national est plutôt propice à préparer cette Ligue des Champions. Le discours qui vise à dire que la Ligue 1 est tellement peu intense pour le PSG qu'elle ne prépare pas à la Ligue des Champions et qu'au final on se retrouve à faire le yo-yo et en conditions physiques déplorables au plus haut niveau européen. Là, c'est un peu faux. Brest, Lille, Rennes aussi, Monaco, la Real Sociedad. Ensuite, on enchaînera sur Reims et Nice. C'est quand même assez intéressant. Voilà. Même si je pense que pour la Ligue, mettre ce genre d'affiche juste avant un match de Ligue des Champions pour le PSG, c'est pas forcément bon pour le spectacle. Luis Enrique prendra aucun risque, fera peut-être du turnover, un coaching assez tôt en seconde mi-temps, sortira ses cadres avant l'heure de jeu. Les joueurs qui seront sur le terrain joueront peut-être sur la retenue, mais dans tous les cas, perso, pour le PSG, j'en suis quand même très content. Alors bien sûr, on espère voir une équipe concentrée, qui se crée des occasions et qui surtout ne fait pas de cadeaux à l'adversaire. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu en première partie de saison, les buts casquettes qu'on offre aux adversaires. C'était le cas contre Lille déjà, comme je l'ai signalé. Donc demain, évidemment, objectif, concentration à fond. C'est décuplé par le fait qu'on joue la Ligue des Champions juste après, parce que on a tendance à avoir un petit sas de décompression, des joueurs qui ont la tête un peu ailleurs. Et puis bien sûr, techniquement aussi, se rassurer, faire un bon match, voilà, marquer aussi. Gagner, bien sûr, bon ça c'est un discours bateau, mais voilà, pour prendre confiance avant l'affiche qui nous attend mercredi. Bon, tout de suite, rentrons sur la composition. Dans les cages, je mets Gigio Donnarumma, à droite Hakimi, qui a montré mercredi que physiquement, c'est un joueur qui est hors norme et tout à fait capable d'enchaîner les courses de la première à la dernière minute. Ça, on ne cessera jamais de le répéter, mais son coffre est exceptionnel. Et dans ce PSG, où les individualités peinent à entrer dans le dépassement de fonction, le voir courir autant, même si la plupart du temps offensivement, si on veut être méchant avec lui, ça ne se caractérise pas vraiment parce qu'il n'est pas très juste dans ses choix et exécutions techniques, ça fait quand même plaisir de le voir avaler des kilomètres pour les autres. Encore plus quand on sait que le PSG court moins que ses adversaires. Avoir un joueur comme ça qui cavale, ça fait plaisir. Dans l'axe, je mets Danilo, je mets Beraldo, je mets pas Marquinhos parce qu'il a joué à Brest mercredi affaibli, on le sait très bien, donc voilà, laissons-le au repos avec sa famille tranquille, là, notre capitaine. Beraldo, voilà, on le fait enchaîner, Danilo pareil, il est très bon. Et puis à gauche, je mets Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, je l'attends tout particulièrement demain parce que rappelez-vous, son match aller, pour moi, c'était un de ses meilleurs matchs au PSG, avec le duel face à Zegrova, qui avait mal démarré. Sur le premier quart d'heure, Zegrova le passe 2-3 fois. Mais derrière, Lucas Hernandez avait redressé la barre et sur la durée du match, il avait vraiment été très très bon, très proche de son vis-à-vis, avec beaucoup de caractère, de personnalité. Et rappelez-vous, il avait aussi obtenu le penalty de notre seul but du match là-bas. Déjà à ce moment-là, on peinait à se créer des occasions. Donc demain, j'attends beaucoup de Lucas Hernandez face à un adversaire qui avait fait un contexte plutôt favorable pour un bon match de Lucas Hernandez. À l'inverse, Ugarte. Ugarte avait fait un mauvais match à l'aller. Rappelez-vous, il avait pris un carton jaune. Luis Enrique l'avait sorti avant l'heure de jeu. Là, je le titularise demain parce que, je le dis dans toutes mes vidéos, mais je suis pour sa titularisation mercredi. Et je pense qu'en ce moment, alors il a montré par exemple sur un match contre Lens, une capacité à bien protéger sa surface, qu'il n'avait pas montré en phase de poule de Ligue des Champions, je serais d'accord, mais contre Lens, il a coupé bon nombre de centres, par exemple. Quand, face à Strasbourg et Brest, on prend des buts sur centre, avec un Marquinhos qui est au chou, qui va au premier poteau, qu'au final est complètement battu, Hakimi qui se fait battre au deuxième poteau.
Solaire plutôt contre Strasbourg, je me dis, un Ugarte dans notre surface, ça peut être intéressant. Surtout que Fabian Ruiz, c'est notre milieu le plus grand, un des joueurs les plus grands de l'effectif. Et dans les airs, il est mauvais, il est inexistant, donc ça c'est un paradoxe total, mais on le savait avant sa signature, hein, ça on le disait déjà, à Naples c'était le cas. Donc voilà, je titularise Ugarte demain, surtout pour ça, voilà, en plus de sa capacité à nous faire jouer haut, parce qu'il est à chaque fois très proche du vis-à-vis, il n'hésite pas à jaillir quand on perd le ballon pour faire du contre-pressing, récupérer des ballons hauts, et bien sûr c'est quelque chose que le PSG doit faire, puisque derrière, l'écart entre tes lignes est tel que l'adversaire peut se déplacer, parcourir 80 mètres sur une course, un déplacement. Donc voilà, je titularise Ugarte. Devant lui, Warren Zaïre-Emery, alors c'est vrai qu'il a bien enchaîné, il a été mis au repos contre Revel et Orléans, mais sinon il a joué tous les matchs depuis le fameux match à Dortmund, le fameux match à Dortmund de retour de blessure, puisque Lille à l'aller, il était titulaire au poste de latéral droit, c'était son premier match à ce poste si je dis pas de bêtises, contre Metz il avait enchaîné, Toulouse, Lens, Brest, Strasbourg et encore Brest y joue. Donc oui, demain je le mets au repos. Demain je le mets au repos, surtout que contre Brest mercredi, j'ai vu un joueur plutôt en jambes qui n'a pas besoin de prendre de rythme ce week-end au niveau des changements de rythme pour casser les lignes par ses conduites de balle. J'ai plutôt apprécié notamment sa première mi-temps mercredi, Warren, avec un certain punch qui me fait dire qu'il est plutôt en forme et qu'il n'a pas besoin d'enchaîner pour prendre du rythme. Donc demain, au repos, sur le banc, peut-être le faire rentrer, mais personnellement, voilà, je mets Vitinha, donc Vitinha ou Asensio à gauche. En fait, je mets celui qui sera titulaire mercredi prochain. Parce qu'il y a tellement un enjeu sur ce côté-là de créer des automatismes que dès demain, je veux absolument qu'on les bosse, quoi. Si Vitinha est titulaire contre la Real, que Luis Enrique le mette. Si c'est un autre, qui mette l'autre en question. Moi, personnellement, je penche plus pour Asensio. J'ai vraiment envie de voir un côté Asensio-Barcola, comme on avait vu à l'aller, contre Brest en championnat il y a 15 jours, en prévision du match contre la Real Sociedad. Après, ce sera peut-être Vitinha. Et puis donc au poste de relayeur droit, je mets Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, après, le poste de relayeur droit, il y aura Warren de toute façon qui sera titulaire mercredi, donc pas vraiment d'enjeu ici. Mais à gauche, c'est vrai que celui qui sera titulaire demain, j'espère quand même que ce sera le titulaire de mercredi parce que ça manque cruellement d'automatisme et ça met Barcola dans des dispositions qui sont un peu compliquées, surtout que demain, normalement, Barcola n'aura pas Mbappé avec qui il a une relation privilégiée, donc essayez quand même de maximiser un peu tout ça. Dembélé, je le titularise. Alors, Dembélé, je le titularise demain parce que c'est un joueur, je préfère le titulariser, lui faire jouer une mi-temps ou une heure plutôt que de le mettre sur le banc et le faire rentrer à l'heure de jeu. Parce que c'est un joueur qui est meilleur quand il démarre plutôt que lorsqu'il rentre. Parce que j'ai pas souvenir d'entrée fracassante de Dembélé. Contre Strasbourg, avant le match aller contre Milan, il te fait une entrée d'alcoolique. Contre Brest, il y a 15 jours, il te fait une entrée où il lui faut bien un quart d'heure, 20 minutes pour se mettre dans le match. Pendant ce temps-là, il y a un temps d'adaptation où il perd des ballons et tout ça. Donc vraiment, je préfère lui faire jouer une mi-temps, le mettre titulaire, essayer de maximiser aussi les chances d'ouvrir le score, de plier le match rapidement avec lui sur le terrain, plutôt que de le faire entrer. Donc titulaire à droite demain. À gauche, je mets Barcola. Comme j'ai dit plus tôt, je ne m'éternise pas. Il faut absolument que ce soit aux côtés du milieu qui sera titulaire mercredi. Et en pointe, je mets Gonzalo Ramos. Son but mercredi, son entrée plus généralement qui a été plutôt bonne, me font quand même dire qu'il faut le titulariser. Il faut le titulariser. Est-ce qu'il la mérite? Je sais pas en fait, parce qu'il y a des échos assez négatifs sur ce qu'il montre à l'entraînement. Mais quand même, on a payé 65 patates à un moment donné. Faudrait l'investir un petit peu. Et puis de l'autre côté, aucun risque avec Mbappé. Ça sert à rien de le titulariser demain. Alors moi, ça me fait rire, parce que comme je disais hier en vidéo, Luis Enrique l'a répété en conférence de presse, il n'y aura aucun risque de prix avec Mbappé. Mais le risque, il a déjà été pris en le laissant sur le terrain mercredi soir. Il est encore resté aux soins aujourd'hui, mais il est disponible pour demain. Moi, cette posture du club m'inquiète un petit peu. J'ai l'impression qu'on a un joueur qui est touché et un club qui fait un peu d'intox, qui jusqu'au bout
Ça m'étonnerait pas qu'il soit pas titulaire mercredi et qu'on ait un scénario un peu comme le match aller contre le Bayern l'année dernière en fait, avec un Mbappé qui est pas titulaire et qui rentre, storytelling de dingue, parce que quand même, enfin, le choc était assez violent mercredi. Donc voilà, demain aucun risque, ça ne sert à rien. Comme Warren Zaïre-Emery en fait contre Brest. Mbappé a montré des gages de forme, c'est vrai qu'il a été très bon, très juste, les changements de rythme, la vitesse, donc il n'a pas besoin de prendre de rythme demain. Donc ouais, c'est vrai que cette blessure m'inquiète un peu. Je dois dire que je suis un peu pessimiste. Bon, je suis pas médecin, vous me direz, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre cette posture. Par contre, ça pose une vraie question de la protection des joueurs avant les grosses échéances. Je veux pas être complotiste, mais toutes les blessures de Neymar au mois de février, vous pouvez remettre ça sur le poker, l'hygiène de vie, mais il n'en reste pas moins que ce sont des chocs, des fautes grossières, comme celle de Mbappé mercredi soir, qui est un vrai attentat. Je rappelle aussi que Mbappé, avant le Final 8, en finale de Coupe de France contre Saint-Etienne, il se fait charcuter complètement par Loïc Perrin. Et derrière, il est absent pendant un mois. Ça fait que il rentre contre l'Atalanta et derrière, il n'est pas très bon parce qu'il force absolument son retour de blessure. Sur un attentat pareil. Donc ça pose vraiment la question en fait de la protection de joueur. Alors la vraie question c'est est-ce que cette échéance du PSG est dans la tête du joueur adverse quand il fait ce genre de faute? Je n'irai pas jusque là. Mais on parle tellement de la Ligue des Champions et du PSG. Moi je vais prendre un exemple très concret. Mercredi soir après le match, quand un journaliste demande à l'entraîneur brestois qu'est-ce qu'il pense du PSG avant la Real Sociedad, je suis l'entraîneur brestois, j'insulte le journaliste en fait. Je viens de me faire éliminer de la Coupe de France, j'en ai rien à péter de PSG Real Sociedad en fait. Et ça s'applique aussi sur les joueurs qui sont en zone mixte et quand on les interroge sur Mbappé. Mais les mecs, ça peut que provoquer de la frustration chez eux. Bon, ça, c'est un peu à part. Mais ça pose malgré ça quand même une vraie question parce qu'à chaque fois aux abords des gros matchs, il y a des fautes grossières qui sont absolument pas maîtrisées sur des joueurs qui sont toujours les mêmes en fait, Mbappé, Neymar et tout ça. Donc ça pose vraiment de vraies questions. Bon bref, Nasser. Revenons sur les déclarations de Nasser, puisqu'hier c'était le 48e congrès de l'UEFA, il a été renouvelé sur son poste au comité exécutif pour 4 ans. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le PSG et le foot français. Et donc il a parlé du stade, il a dit maintenant ça y est, on veut bouger du Parc des Princes. Comme je l'ai dit hier, c'est une déclaration. Et jusque-là, la guerre avec la mairie s'est faite que par déclaration interposée dans la presse. Donc en fait, on n'a pas changé de registre. Moi j'attends juste que Nasser prenne son téléphone, appelle la mairie et leur dise « allez vous faire foutre ». Et à partir de ce jour-là, je pourrais le croire en fait. Je pourrais le croire. Alors, ce week-end, ce qui s'est passé à la mairie, c'est aussi intéressant parce que Anne Hidalgo a fait voter un vœu de garder le Parc des Princes. Donc ça n'a aucune valeur juridique. Ça n'a pas du tout annulé la vente d'un point de vue du droit ou quoi. Et donc il y a eu 64 votes pour, alors que l'Assemblée est composée de 163 personnes. Vous l'avez compris, c'est pas une majorité qui s'est exprimée pour. Alors, l'ultra-majorité s'est abstenue. Voilà, ils n'ont pas voté contre, ils se sont abstenus. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Au-delà de ce qui a été relayé dans la presse, au sein de la mairie, on est quand même un petit peu divisé. Et donc, bien sûr, moi, ma position, vous la connaissez. Je ne ferai pas partie des gens qui disent le PSG, c'est le Parc des Princes et tout ça. Je ferai partie des gens, par contre, qui défendent le club face à la mairie. Comme je l'ai dit, les deux côtés ont des arguments valables. La mairie comme le club. Et c'est pour ça que les positions me paraissent irréconciliables. Par contre, là où la mairie a mal joué, c'est qu'ils ont fait miroiter pendant des années au PSG une vente du Parc des Princes pour au final ne pas le faire. Et donc ça, bien sûr que la mairie, on peut leur en vouloir, on peut être énervé contre eux, ça relève de l'incompétence, du manque de respect, de tout ce que vous voulez. Après voilà, le club, s'il faut changer de stade, visiblement, on a quand même l'ambition, si on part du parc, de construire un stade. Le Stade de France ça a été abandonné, c'est pour ça que les pistes Jean-Bouin, Charletti et tout ça, bon, ça paraît pas très crédible, mais construire un stade, dans la petite couronne, ça paraît compliqué. Il y a peu d'espace. Donc, moi, j'ai quand même des exigences vis-à-vis du club par rapport à ça.
je suis OK. Si on doit partir du Parc des Princes parce que la mairie joue au con, pas de problème. Maintenant, on a fait venir un investisseur. On a vendu du capital. Arctos, machin, là, on leur a promis des choses. Donc aujourd'hui, on est obligé, en fait. Si dans le deal, on doit devenir propriétaire de notre stade, bah on est obligé, les gars, à un moment donné. Les mecs, ils ont investi plus de 400 millions, en fait, dans le capital du club. Et on sait très bien que c'est pour ce genre de projet qu'ils l'ont fait, les Américains, qu'on a fait rentrer, là, il y a quelques mois. Donc là-dessus, peut-être qu'on a des obligations, même juridiques, ou du moins verbales, forcées par l'argent qu'ils ont injecté. Donc moi, j'ai quand même des exigences, déjà que ce soit pas trop loin, et on va y revenir. Un stade beau. Un stade beau, alors là, par contre, va ressurgir mon côté vieux con. Partir du Parc des Princes, allez, je veux bien être progressiste et dire, il y a plein de clubs qui ont quitté leur stade historique, ça les a pas tués, hein, voilà, on a réussi à reconstruire une identité autour d'un nouveau stade. Par contre, les stades futuristes modernes, on va pas se mentir, ils se ressemblent tous. Donc moi, j'attends du PSG un vrai effort architectural, surtout quand t'es Paris, quoi. Pardonne-moi, Paris, c'est la ville du détail, en fait. C'est la ville de l'architecture. C'est la ville d'Haussmann, en fait. Hein. Tout est pensé. Donc, j'attends quand même un vrai effort là-dessus. Hein. Je veux pas d'un stade futuriste, machin. Moi, j'en ai rien à péter. Les écrans, les trucs, les boutiques autour, le cinéma, le machin chouette. Non, moi, je m'en tape. Je veux juste une architecture quand même plutôt propre, hein, qui ressemble pas à tous les stades qui sont construits en ce moment. Et aussi, un autre enjeu, c'est que ce soit pas trop gros, les gars. Hein. Ce soit pas trop gros, parce qu'on a fait partir Messi, Neymar. Là, Mbappé probablement va partir. Faut pas se voir plus beau qu'on l'est, les gars. Hein. Quand il restera que Kolo Muani et Bradley Barcola, bon, autant vous dire que les touristes, ça les intéressera pas. Donc un stade à 80 000, 70 000, même 70 000, ça me paraît un peu trop ambitieux. Hein. Et flemme de me retrouver avec un stade qui aura les tribunes du haut vides à chaque fois. Hein. Non, je veux pas me retrouver avec un Groupama Stadium. Donc 60 000, 65 000 grand maximum. Typiquement, hein, les Qataris, voilà, ils voient toujours tout en grand. Donc j'espère que là, on va pas avoir un appétit démesuré. Voilà. Évidemment, aussi qu'ils fassent des loges à fond. Parce qu'on sait très bien que niveau business, pour rembourser l'investissement, ce sera les loges qui vont rapporter du fric. Les loges que tu loues, les machins chouettes. Donc faites des loges. Faites des loges. Pourquoi? Parce qu'à côté, j'attends aussi de ce nouveau stade qu'il fasse baisser les prix vis-à-vis du supporter moyen qui se déplace toutes les semaines, l'abonné, celui qui veut faire plaisir à son gamin ou les trucs comme ça. Donc s'il y a les loges qui rapportent le business, s'il y a plus de place aussi forcément, comme il y aura plus d'offres par rapport à la demande, ça fera baisser les prix. Donc j'espère que tout ça seront des mécanismes qu'on verra quand même. Voilà. Alors le site de Montigny-le-Bretonneux, selon l'équipe et le Parisien, est toujours d'actualité. Ça y travaille fort, malgré un démenti de Ben Jacobs plus tôt dans la semaine. Il y a même une délégation de la communauté de communes de Montigny qui devrait se déplacer au Qatar prochainement. Moi je trouve ça assez fou hein, d'aller quand même là-bas. C'est quoi? C'est le 78, desservi par le RERC. Ça me paraît assez dingue quand même, hein, ce projet... Enfin, je vois pas comment le Parisien moyen, en fait, qui vit de l'autre côté, enfin, qui vit même dans Paris même, en fait, hein, qui finit le travail à 18h, 18h30, prendrait le temps d'aller à Montigny-le-Bretonneux pour ensuite rentrer chez lui, pas avant minuit et demi, 1h du matin. Tout ça pour assister à un match d'1h30. Ça va être compliqué. Et même les touristes, hein. Même les touristes, ça va être compliqué. D'ailleurs, sur cette question, il y a eu une comparaison faite par un mec du club dans l'équipe avec Disney. Parce que Disney, au début, les gens ils disaient c'est trop loin de Paris, Marne-la-Vallée et tout ça. Et donc ça n'a pas marché. Au final, bon, vous connaissez le succès qu'a eu Disney. Je trouve cette comparaison foireuse. Hein, parce que si le PSG veut faire du nouveau stade un Disney, à savoir quelque chose qui s'adresse aux touristes plutôt qu'aux Parisiens qui vivent à Paris tous les jours et qui ont la flemme de prendre le RERC jusqu'à pas d'heure, c'est mal barré les gars. Hein. Enfin, c'est pas à ça qu'on s'attend en fait. Et puis surtout, Disney, tu y vas sur la journée, voire sur 2-3 jours, avec des hôtels sur place. Un stade de foot, tu y vas à 18h, tu rentres à 23h. C'est donc l'histoire d'une soirée. C'est quand même autre chose que de partir de chez toi à 8h du matin pour rentrer à 21h avec plein de souvenirs parce que tu as fait un parc. C'est quand même une comparaison qui m'a assez étonné. Moi, personnellement, si on doit changer de stade, je suis à fond pour la Défense. Je suis à fond pour la Défense. Alors, ça parlait de Ruelle 2000. Là, ça parle de la Défense Arena. Alors, je vois pas trop comment on pourrait faire... sachant qu'on veut construire un stade, enfin la détruire, ça me paraît carrément impossible, surtout que je crois qu'elle est relativement récente.
Je crois qu'à côté, par contre, il y a beaucoup de terrains qui sont vides. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de terrains exploitables qui sont desservis par le RER A, Nanterre Préfecture, Nanterre Université, le RER E. Donc tout ça, c'est plutôt... Enfin, on sait que la Défense, évidemment, c'est très bien desservi aussi. Donc moi, je suis à fond pour ça. Moi, vraiment, mon rêve, si c'est pas possible de faire un Parc des Princes à 60 000 places, eh ben, on fait un stade à 60 000, très réussi en matière architecturale, à côté de la Défense, voilà. Pas à plus de 10-15 minutes à pied de l'arrêt de RER. Et là, je pense que le club fera un très très gros coup pour contenter tout le monde. Voilà. Touristes comme parisiens. Donc j'espère vraiment que ce sera ce projet. De l'autre côté, un projet de construction de stade, ce ne sera pas demain qui sera construit. C'est 7 à 10 ans. Sachant que dans 2 ans, et oui les gars, c'est dans 2 ans, il y a les municipales à Paris, avec, vous l'avez vu si vous suivez la politique, Rachida Dati. Rachida Dati qui est évidemment, avant d'avoir rejoint Macron, une sarkozyste quand même dans l'âme. Sarkozy, évidemment, très proche du Qatar, qui a facilité d'ailleurs le rachat du PSG. Bon, vous connaissez Sarko. Forcément, si Rachida Dati est élue, on peut peut-être envisager un truc du style, ça y est, on vous laisse le Parc des Princes, tu vois. Après, je vois pas le PSG attendre encore 2 ans et miser sur une échéance électorale qui plus est quand même très incertaine. Hein. Bon, alors il y a Anne Hidalgo qui est là. Rachida Dati, par qui sera-t-elle investie? Hein, on sait que au sein de la République, enfin du camp Macron, il y en a plein qui veulent Paris. Hein. Il y a Clément Beaune, même s'il est plus très en vogue depuis la loi immigration, il n'a pas été reconduit dans le ministère. Il y a Édouard Philippe aussi, hein, qui veut placer quelqu'un pour la mairie de Paris. Bon, les LR, ils sont cramés, mais voilà, il y a Francis Spinzer, je crois, qui est du 16e arrondissement. Donc, bon, bref, c'est des considérations politiques qui font que croire à ça, ça me paraît quand même compliqué. Hein, ça me paraît compliqué de croire en le jeu électoral. Par contre, ce qui est certain, c'est que Rachida se présentera en 2026. Mais personnellement, d'ici là, tu peux engager un projet de construction et pourquoi pas tout raser. Et si Rachida te fait... Bon bref, là, je suis parti dans une football fiction. Terminons sur PSG Nice. PSG Nice, c'est l'affiche en quart de finale de Coupe de France, donc c'est super. Hein. Après avoir affronté le 3e de Ligue 1, on affronte notre dauphin, les Niçois. C'est l'occasion d'une revanche sur le match qu'on a perdu en septembre, mais surtout le 8e ou même le 16e qu'on avait perdu il y a 2 ans. Rappelez-vous, cette séance de tir au but où Donnarumma en avait repoussé aucun, sachant qu'il était arrivé au PSG avec la réputation d'un bon gardien sur penalty. Donc là, bien sûr, ça va être une vraie revanche. Initialement, c'était prévu le 28 février, mais France Télévisions qui diffuse le même jour que ce PSG Nice, il y a la finale de la Ligue des Nations féminine avec l'équipe de France qui probablement y sera. Donc en fait, ils ont demandé à décaler au 13 mars. Peut-être aussi la fédération l'a fait pour que le PSG ait un calendrier allégé avant la Ligue des Champions. Donc on va jouer le 13 mars à 21h10, un mercredi. Donc ça, c'est évidemment une très très bonne nouvelle puisqu'on a un match en moins pour préparer la Ligue des Champions et un match en moins par rapport à la Real Sociedad. On va jouer que 3 matchs entre le match aller et le retour, alors que eux, ils vont en jouer 4 puisqu'ils auront leur match retour le 28 février justement, de Coupe du Roi contre Majorque, et ils avaient fait 0-0 cette semaine. Donc tout reste à jouer dans cette compétition pour eux. C'est juste dommage parce que le 28 février, ça permettait aux provinciaux. Alors, il y a certains provinciaux qui sont en vacances cette semaine-là. Donc, il y avait plein de provinciaux qui disaient « Ouais, j'allais venir au Parc des Princes, j'allais emmener mon enfant parce qu'on est en vacances. » Sachant que c'est un match en semaine, c'est beaucoup plus facile de se déplacer sur les vacances. Surtout que la Coupe de France, c'est aussi des matchs qui sont un peu plus abordables financièrement. Là, on a quand même une belle affiche, c'est un match éliminatoire. Donc ça, juste voilà. Que le match repasse en semaine plutôt qu'en vacances pour certains. Parce que je suis pas sûr que ce soit les vacances pour la zone de Paris. Hein. Mais pour d'autres zones, pour d'autres académies, ils sont en vacances et donc ils auraient pu se déplacer à Paris. C'est juste ça le petit bémol. Voilà. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si c'est le cas. Posez un like et puis on se retrouve très prochainement. Voilà les gars, je vais aller me courir un semi-marathon et on se retrouve demain pour le débrief. Ciao les amis.